Une association qui vise en fait à favoriser les liens et les discussions entre les chercheurs en sciences sociales et les militants politiques et syndicaux. Donc c'est avec grand plaisir qu'on accueille ce soir Juliane Michy pour discuter de son ouvrage Le bourg et l'atelier, donc sociologie du combat syndical. Et c'est avec grand plaisir puisque ça se trouve vraiment au cœur de nos préoccupations, puisque l'ouvrage se propose de comprendre pourquoi et comment les ouvriers continuent à se syndiquer et à militer malgré la force des processus qui favorisent leur exclusion du champ politique. Donc ça, c'est une discussion qu'on avait très envie d'avoir avec toi. Donc tu es sociologue à l'INRA, donc l'Institut national de recherche agronomique, ce qui a ici son importance puisque tu travailles de fait sur les espaces ruraux. Tu avais publié un premier ouvrage qui portait sur les campagnes populaires et campagnes bourgeoises, et là tu es revenu avec ce nouvel ouvrage sur ces espaces ruraux, puisque tu as réalisé ton enquête sur le quotidien de syndicalistes ouvriers dans un atelier de maintenance de la SNCF dans un bourg industriel de 3000 habitants en Côte d'Or. Donc tu as décidé de donner la parole à une population qui est quand même souvent associée au monde agricole, alors qu'en fait les ouvriers représentent quand même 32% de la population rurale et que les agriculteurs ne sont que 6%. Donc ça, c'était quand même particulièrement intéressant dans la mesure où ça permet aussi finalement d'interroger l'image qu'on a souvent un peu fantasmée des grands bastions industriels et de la disparition finalement des ouvriers avec la disparition de ces grands bastions industriels. Et il y a aussi quelque chose qui nous a particulièrement intéressé dans cet ouvrage, c'est que c'est aussi un ouvrage qui redonne beaucoup de perspectives parce que contrairement à beaucoup de sociologues du monde ouvrier, qui, à raison, bien souvent, mettent surtout l'accent sur la crise du monde ouvrier et de ses organisations. Là, au contraire, on est dans une démarche où on voit qu'il y a un certain renouvellement militant, avec des problématiques et des engagements qui ont des formes différentes de celles qu'on a pu connaître par le passé, mais qui sont tout aussi combatives et qui tâchent aussi de s'adapter, enfin d'adapter les pratiques militantes aux nouvelles transformations de l'entreprise, aux nouvelles techniques de management. Et enfin, le dernier élément aussi particulièrement pertinent, c'est aussi dans l'étude le fait que finalement cet engagement n'est pas tellement le résultat de choix idéologiques, comme on a parfois tendance à le penser. Choix idéologiques qui, étant donné le discrédit que rencontrent on va dire, ces idéologies peut paraître problématique, mais c'est plutôt un engagement qui est le fruit d'un rapport social, puisque tu as fait une enquête qui est très riche, où les entretiens, en fait, finalement, ça ne concerne pas que tu as fait des observations, c'est pas seulement les ouvriers sur leur lieu de travail, mais c'est aussi les ouvriers dans tout leur environnement, c'est-à-dire dans leur sociabilité familiale, dans leur sociabilité aussi résidentielle. Tout ça pour finalement conclure que le militantisme syndical constitue réellement une forme de résistance au processus d'exclusion politique des classes populaires, puisque c'est quand même quelque chose qu'on a tendance à facilement considérer comme acquis, ou alors à dire que finalement la seule manifestation politique et ouvrière serait celle du vote Front National, une idée que tu bats également en brèche dans ton ouvrage. Donc voilà, il y a beaucoup d'aspects de cet ouvrage à discuter ce soir. Donc pour discuter avec toi, on a choisi de donner la parole à deux syndicalistes. Donc Sandra Desmarques qui est syndicaliste aux finances publiques à Solidaire, et Léon qui est syndicaliste dans l'aérien à Solidaire également. On va commencer par te laisser la parole. Merci beaucoup pour cette présentation et merci aussi pour l'invitation. Je suis ravi de présenter ma recherche ici et de débattre plus généralement de l'engagement syndical. Donc je vais commencer par rappeler en gros les deux objectifs de ce livre. C'est vrai que le premier objectif, c'était de rendre compte d'une réalité peu connue qui est celle de la condition ouvrière dans les campagnes,
puisqu'effectivement, les images que l'on a de la campagne et des espaces ruraux, ce sont essentiellement l'image de campagne agricole. Or, comme tu l'as dit au début, ce sont bien les ouvriers qui sont le premier groupe social dans les campagnes, très largement, alors que les agriculteurs sont très largement minoritaires. Et ça informe sur le fait que les ouvriers et leurs représentants ne sont pas en position de force dans la fabrication des représentations et des représentations dominantes qui sont produites par rapport aux campagnes, parce que soit on est du côté des élites urbaines qui ne fréquentent pas les campagnes, soit on est du côté des élites agricoles qui sont en position de force pour diffuser ces représentations. Donc il y a une véritable invisibilisation des populations ouvrières dans les campagnes, et qui s'accorde bien avec les expériences de la campagne qui sont vécues par la plupart des urbains, qui sont soit touristes de passage ou soit propriétaires de résidences secondaires. Et il faut savoir que la concentration des professions intellectuelles, journalistes, universitaires, écrivains, c'est une concentration très urbaine et surtout très parisienne. Donc ça fait qu'il y a cette invisibilisation, alors qu'il y a une longue tradition d'ouvriers ruraux et d'industrie rurale en France, ça a toujours été très fort, et ça s'est renforcé depuis les années 80 et 90 avec la gentrification, qui fait qu'il y a en plus une exclusion des classes populaires des centres-villes, des agglomérations, surtout lorsqu'elles veulent accéder à la propriété, si bien que c'est assez simple, plus on s'éloigne du cœur des agglomérations, plus la part des ouvriers dans la population augmente. Et ça joue sur effectivement cette idée de la fin de la classe ouvrière, puisque nos représentations de la classe ouvrière sont essentiellement des représentations qui ont été produites par le mouvement ouvrier, qui étaient surtout structurées sur les bassins industriels urbains. Donc c'est une représentation autour des grandes entreprises urbaines qui sont surtout entrées en crise depuis la fin des années 70, si bien que du démantèlement de ces grands complexes industriels, on conclut trop rapidement à la disparition de la classe ouvrière, alors que tout simplement on retrouve en réalité au fait un groupe ouvrier composite, comme avant les années 50 pour faire simple, où les ouvriers travaillent surtout dans des petites unités de production et peuvent vivre à la campagne. Donc c'était de mettre la lumière sur cette réalité-là. Et le second objectif, c'était effectivement d'essayer de comprendre les transformations du militantisme ouvrier, avoir cette focale, puisque les travaux qui portent sur le monde ouvrier depuis les années 80 mettent surtout l'accent sur la crise de reproduction du groupe ouvrier, sur la crise de transmission des valeurs militantes aux nouvelles générations. Donc c'est très important de le documenter, de le comprendre et de l'analyser. Et je pense notamment à la très belle enquête de Michel Pialou et Stéphane Beau sur Sochaux, sur Peugeot Sochaux. Mais en même temps, à Sochaux, il y a toujours des militants à la CGT. La CGT est toujours le premier syndicat. Le taux de syndicalisation chez les ouvriers n'a pas baissé. C'est la même chose pour la construction navale à Saint-Nazaire. Donc effectivement, on peut peut-être parler de crise parce que c'est plus difficile, mais par la force des choses, les militants ouvriers de la CGT en 2010, ce ne sont pas ceux qui militaient dans les années 70 ou les années 68. Donc ça veut dire qu'il y a eu un renouvellement de nouveaux ouvriers qui ont été embauchés, qui ont adhéré, qui ont pris des responsabilités. Donc c'est pour ça que dans mon travail, je mets plutôt l'accent sur les recompositions, essayer de comprendre pourquoi certains en viennent à s'engager, alors que c'est peut-être effectivement plus difficile. Donc j'ai surtout suivi des militants de la CGT qui sont cheminots et qui travaillent dans un atelier de maintenance de la SNCF qui est implanté dans un petit bourg industriel de 3000 habitants. Donc en suivant ces militants dans l'entreprise, dans le syndicat et dans l'espace local. Donc le premier point à mon sens important pour comprendre déjà pourquoi eux s'engagent alors que les autres populations ouvrières ou populations relevant de la catégorie employée s'engagent plus difficilement dans l'espace local. Le premier ressort à mon sens, c'est le fait qu'ils appartiennent aux fractions stables hautes des classes populaires locales. On est clairement dans des fractions populaires plus stabilisées, puisqu'ils ont une continuité dans leur emploi. Ils sont dans une entreprise nationale de service du public. Ils ont une stabilité professionnelle qui fait défaut aux autres figures populaires locales, plus fragiles, notamment qui fait défaut aux métallos qui sont juste dans l'usine d'en face. Donc il y a une usine de la métallurgie en face de cet atelier de la SNCF, mais il y a aussi un abattoir, il y a aussi des ouvriers qui travaillent dans le bois,
dans la pierre, dans le bâtiment. Il y a surtout beaucoup de femmes des classes populaires qui sont aides à domicile, employées de grande surface, ouvrières dans la maroquinerie. Alors là, pour ces catégories, c'est beaucoup plus difficile. Le fait qu'on soit dans des fractions stabilisées joue énormément sur le fait qu'on retrouve ces cheminots engagés dans l'espace local et notamment au sein de l'union locale. En même temps, ces cheminots ne sont pas coupés des fractions populaires plus précaires et plus fragiles. Ils sont complètement insérés dans ces milieux-là par leurs enfants, par leurs conjointes, par leurs conjoints, et très souvent ils sont passés eux-mêmes par des contrats précaires, par des situations d'emploi compliquées en étant intérimaires dans la métallurgie, en ayant des petits jobs dans les services, et c'est lors de ces premières trajectoires qu'ils peuvent même acquérir une certaine conscience de classe, ou au moins un ressentiment par rapport aux patrons, aux petits patrons. À ce moment-là, ça peut se traduire par un vote pour le Front National, probablement par une abstention électorale, mais il y a déjà un ressort de classe et un sentiment d'être d'un côté par rapport à un autre côté. Mais c'est effectivement la stabilisation professionnelle, être en CDI, et surtout en CDI sans avoir la crainte de perdre son CDI, parce que dans la métallurgie, certains sont en CDI, mais il y a la crainte que l'entreprise ferme aujourd'hui. Donc avoir une stabilisation professionnelle, rentrer dans un petit atelier, donc en gros il y a 450 salariés, mais c'est la SNCF avec une tradition importante, avec les syndicats présents, si bien qu'effectivement cette conscience de classe qui existait déjà auparavant, là elle se politique sur des valeurs progressistes, sur un engagement syndical possible, et là effectivement sur des valeurs de gauche fortes au sein du monde cheminot. Donc c'est bien les fractions stables qui font que l'engagement devient possible. À mon sens, c'est une erreur de couper ces fractions stables du reste de l'environnement, puisqu'ils sont complètement dedans, donc souvent par leurs femmes, par leurs enfants qui ont du mal à accéder à l'emploi, mais eux-mêmes sont complètement dedans, puisque souvent ils sont passés par ces milieux. Donc la stabilité professionnelle est importante, la stabilité locale est importante, donc souvent ils ont accédé à la propriété, donc je pense que c'est important de le rappeler, parce qu'on a souvent l'image des ouvriers ruraux, des périurbains qui se replient sur l'espace domestique en devenant propriétaires, donc dans un repli individualiste qui serait un frein à l'engagement. Or ce que j'observe clairement c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'accéder à la propriété c'est aussi un ancrage dans les fractions stabilisées, plus stabilisés que ceux qui restent locataires dans les cités que l'on a dans ces bourgs où c'est plus difficile de s'engager. Donc il y a un ancrage local très fort, et c'est la principale singularité, je pense, de ce syndicalisme aujourd'hui, c'est que pour comprendre pourquoi ces cheminots adhèrent et deviennent responsables, le principal ressort, c'est le fait qu'ils appartiennent à des familles très ancrées localement, alors que ce n'était pas toujours le cas auparavant. Aujourd'hui, ceux qui rejoignent la CGT, donc j'ai surtout enquêté du côté de la CGT, parce que dans cet atelier, c'est le principal syndicat. En face, il y a surtout la CFDT, et qui est plutôt faible, et l'UNSA, où on retrouve à la fois des ouvriers, mais surtout des agents de maîtrise et des cadres. Le Sud n'est pas structuré dans cet atelier, on retrouve plutôt solidaire du côté des travailleurs des voies. Donc c'est pour ça que je me suis centré sur ce syndicat. Mais donc on voit bien que ceux qui sont dans le syndicat appartiennent à des familles qui sont très ancrées localement. Il y a un ancrage local très fort, et cette évolution, elle est intéressante parce qu'elle est complètement décalée par rapport à l'évolution de ceux d'en face, c'est-à-dire que les cadres de l'atelier, et donc ça c'est assez général par rapport à l'ensemble des établissements industriels implantés dans les campagnes, c'est que progressivement il y a une génération de cadres qui disparaît, une génération de cadres qui était issue de la promotion interne, qui était issue de familles locales, de familles ouvrières, qui avaient une promotion interne, qui avaient commencé à travailler à la production, des cadres qui habitaient déjà sur place parce qu'ils étaient issus de familles locales ou qui s'étaient installés dans ce bourg lorsqu'ils ont pris des responsabilités, qui sont mariés avec des femmes locales. Leurs enfants allaient à l'école du bourg et jouaient dans le club de foot avec les ouvriers. Ils font leurs courses dans le supermarché local. Donc il y avait le partage d'un même espace de vie et surtout le partage d'un certain savoir-faire manuel, parce qu'ils connaissaient le savoir-faire manuel des ouvriers. Il y avait
des différents échanges entre ouvriers et cadres maison, ça pouvait être très conflictuel, mais il y avait le partage de certaines valeurs sur le travail, sur les valeurs du service public, un attachement au statut qui est très fort, alors que là, depuis les années 2000, il y a clairement l'émergence d'une nouvelle génération de cadres, qui sont moins des cadres techniciens, mais plutôt des cadres managers issus de grandes écoles. Souvent, ils ne sont pas à statut, c'est-à-dire qu'ils sont recrutés pour des contrats courts, envoyés dans l'établissement pour des durées de 3 et 4 ans. Ils n'habitent pas sur place, donc soit ils résident dans la grande agglomération régionale voisine, soit ils résident encore sur Paris ou Lyon, qui est aussi une grande ville proche. Leurs enfants ne vont pas à l'école du bourg, ils ne sont pas dans le club de foot local, ils ne connaissent pas en fait, la vie ouvrière locale, et ils viennent que pour des contrats courts, avec donc une dépersonnalisation de leurs relations à ces ouvriers. Si bien qu'à mon sens, donc c'est assez général par rapport à l'ensemble des petites usines qu'il y a dans les campagnes françaises, à mon sens, les clivages de classe aujourd'hui sont beaucoup plus importants qu'auparavant. Donc c'est contre-intuitif, parce qu'on pourrait dire que maintenant il y aurait plus de mélange, ou c'est très clairement beaucoup plus clivé aujourd'hui, c'est-à-dire que les cadres ne connaissent pas la vie des ouvriers, ne sont pas dans le même espace de vie, et d'un point de vue syndical, c'est beaucoup plus clivé aussi, puisque auparavant, il n'était pas rare que certains cadres maison soient à la CGT, que certains ouvriers qui avaient une promotion à la fin de leur carrière restent à la CGT en devenant cadre. Donc là, par exemple, dans cet atelier, il y a l'ancien responsable du magasin était à la CGT. Il y a eu plusieurs cadres qui sont restés à la CGT, qui avaient des positions dominantes dans le syndicat, alors qu'aujourd'hui c'est impossible. Donc il n'y a plus aucun cadre qui est adhérent de la CGT. Il reste simplement un agent de maîtrise qui est adhérent à la CGT. Et comme par hasard, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille locale qui s'inscrit dans le monde cheminot sur 3 générations. C'est-à-dire que son ancrage local fort dans le milieu populaire local contrebalance le fait que malgré le fait qu'ils soient agents de maîtrise et qu'ils soient formés dans la lutte anti-syndicale et dans la distance, parce qu'ils apprennent à être très distants par rapport aux agents d'exécution, lui est quand même à la CGT. Mais c'est de plus en plus rare. Donc il y a un renforcement, il y a à la fois un ancrage local plus fort dans le syndicat. Les militants sont plus issus de familles locales qu'auparavant, et ils sont plus issus de l'exécution, alors qu'avant il y avait un mélange plus important. Dire bien sûr que le contexte est très difficile, donc je pense qu'on y reviendra, mais il y a tout simplement l'application de méthodes du privé dans l'atelier, et qu'à la SNCF, on retrouve les méthodes de lutte anti-syndicale que l'on retrouve ailleurs. C'est beaucoup plus difficile, et ça explique notamment l'évolution du profil des syndicalistes. Donc il y a une évolution du profil des cadres, mais il y a aussi une évolution du profil des syndicalistes, c'est-à-dire qu'ils ne ressemblent pas à ceux des générations passées. C'est que très clairement, par le passé, on adhérait à la CGT lorsqu'on sortait du centre d'apprentissage. C'était assez automatique, on rentrait dans l'établissement, on adhérait à la CGT, on connaissait le syndicat avant d'être embauché, surtout par la famille. Ce qui apparaît dans les entretiens, c'est que ce sont des valeurs qui sont transmises par les familles. Donc on dit très naturellement, je suis allé au syndicat puisque c'était déjà présent dans la famille, où on connaissait le syndicat parce qu'il était présent dans l'espace local, avec une sociabilité, des fêtes, avec une présence du syndicat dans la localité. Aujourd'hui, quand ils sont embauchés, ils ne connaissent pas le syndicat, et l'embauche, pour ceux qui sont devenus donc dirigeants de ce syndicat, généralement ils ont adhéré une dizaine d'années après avoir été embauchés. Il y a un décalage, donc c'est autour de la trentaine qu'ils adhèrent, et c'est surtout dans le cadre de problèmes qu'ils rencontrent dans le cadre du travail. Ce qui est mis en avant, ce n'est pas la famille et les valeurs qui sont diffusées par la famille, mais c'est les difficultés qu'ils rencontrent dans le travail, et notamment l'opposition à la hiérarchie et l'opposition au management qui s'applique dans l'établissement et qui crée une inégalité très forte entre les salariés. Et ces 10 années d'attente avant d'adhérer, c'est sûrement aussi les 10 années où se dissipe l'illusion que personnellement on peut s'en sortir, parce que tout est fait pour qu'il y ait une compétition entre les salariés, et à valoriser le fait qu'individuellement on peut s'en sortir par rapport aux collègues. Donc je pense que ce décalage, c'est aussi ça, c'est que souvent les adhésions et le rapprochement que les syndicats se font par rapport à des problèmes de dotation, on est déçu de l'évaluation
de la hiérarchie, et donc on va aller vers soit de l'aide juridique, soit au fait tout simplement une entraide collective pour avoir des revendications plus collectives, alors qu'il y a peut-être eu le jeu de revendications plus individuelles au départ. Donc il y a la découverte du syndicat qui se fait effectivement progressivement. Donc moi je pense que c'est pas singulier au syndicalisme, parce que c'était aussi ce que j'avais observé lors de mes précédentes recherches sur l'engagement communiste, c'est que dans les organisations très ancrées dans les milieux populaires, il y a une idéologisation, une politisation qui se fait progressivement. Au départ, on est sur des revendications très individualistes, ou liées à des conditions de travail dans la salle, ou des rapports amicaux très forts avec des délégués syndicaux. Et c'est que progressivement qu'on découvre les valeurs de la CGT. Et c'est ce qui m'intéressait dans l'ouvrage, c'est d'observer. Donc je suis resté environ 5 années dans ce syndicat, donc en voyant des personnes qui adhéraient, certaines qui repartaient, d'autres qui prenaient des responsabilités. Et donc il y a une socialisation lente. On n'est pas déjà militant, c'est progressivement qu'on le devient. Donc on découvre la CGT et progressivement il y a un travail qui se fait de généralisation des revendications et un travail autour de la solidarité, au-delà du cas personnel, au-delà de la configuration de la salle, puisque cet atelier est divisé en différentes salles, donc il y a des revendications propres aux salles, et au-delà des revendications liées à l'atelier, donc sur la solidarité avec ceux qui travaillent dans les guichets, ceux qui travaillent sur les voies. Et donc ce qu'on observe surtout au sein du syndicat, c'est que se rejoue une solidarité cheminote qui existe de moins en moins dans la boîte, puisque tout est fait pour avoir une stratégie de division, et notamment diviser de plus en plus les cheminots entre les métiers, entre ceux qui sont sur les voies, ceux qui sont dans les bureaux, au guichet, dans ce type d'établissement, avec des barrières physique, dans le sens où on ne peut pas avoir de contact avec d'autres collègues, avec des barrières juridiques qui fait que certains ne peuvent pas répondre à certaines sollicitations parce que ce n'est pas dans leur fiche de poste. Donc tout est fait pour diviser, alors que dans le syndicat, ces cheminots de métiers différents se retrouvent également des générations différentes, et je pense que c'est très très important, c'est-à-dire que ceux des générations passées, et notamment les retraités qui ont un rôle important dans le syndicat, ont un rôle important dans la politisation. Et là, en l'occurrence, dans ce syndicat, il y a le représentant des retraités, c'est quelqu'un qui était à la CFDT dans les années 70, qui était donc dans la CFDT de l'autogestion et assez combative, et qui a, comme beaucoup, rejoint la CGT lorsqu'il y a eu l'évolution très modérée de la CFDT à la fin des années 90, au début des années 2000, et il vient avec une politisation forte acquise dans les années 68, et il transmet ça aux nouveaux adhérents jeunes du syndicat. Donc il y a une transmission forte qui se fait, alors que c'est la même chose, tout est fait dans l'entreprise pour faire des séparations entre grades, entre âges et entre métiers. Et l'autre chose très très importante sur laquelle on reviendra, j'imagine, dans la discussion sur ce qui se fait dans les syndicats, c'est une neutralisation des hiérarchies scolaires. Donc je pense que c'est vraiment très très important, et c'est c'est un des rares milieux où on peut encore voir ça, c'est-à-dire que la hiérarchie scolaire joue très très peu dans ce syndicat, et dans les syndicats de site et de base en général. Dès qu'on monte au niveau de la fédération, de la confédération, c'est différent. Et je pense que c'est très important de mettre l'accent là-dessus, c'est que ce ne sont pas les plus diplômés qui dominent le syndicat, et qui dominent en général les syndicats CGT de la SNCF. Quand j'arrive sur le terrain, le secrétaire du syndicat est quelqu'un qui est diplômé du CAP et qui laisse progressivement la direction du syndicat à un autre ouvrier diplômé du CAP, alors qu'il y a de plus en plus d'ouvriers qui sont bacheliers, et alors qu'il y a un agent de maîtrise, comme je l'ai évoqué, et il y en avait d'autres avant. Donc ça, c'est très important, puisque c'est le seul lieu, donc on y reviendra à la fin, mais cette hiérarchie scolaire, elle est extrêmement forte dans l'entreprise, donc les plus diplômés ont les salaires les plus importants et les postes dirigeants. Cette hiérarchie scolaire, elle est très forte dans les municipalités, on y reviendra. Dans la municipalité, c'est sûrement l'habitant le plus diplômé de la commune qui est maire. Elle est très forte dans les organisations politiques, dans les associations, dans les partis de gauche, où les plus diplômés dirigent les organisations, et même au niveau local. Donc voir un milieu où ça ne s'opère pas, ou très peu,
sans que ça soit clairement une stratégie. Je trouve que c'est très intéressant. Donc il y a des fois une verbalisation lors du congrès local en disant c'est pas les plus diplômés qui doivent spécialement être mis en avant, mais c'est très très faible. Ça apparaît des fois, c'était l'ancien secrétaire du syndicat qui disait ça au moment où on discutait sur qui pourrait devenir dirigeant. C'était surtout pour pas qu'il y ait un frein, pour ceux qui effectivement ne sont pas ouvriers bacheliers se sentent aussi autorisés à vouloir prendre des responsabilités. Mais souvent, c'est très naturel. Donc je pense que c'est important puisque ça va à l'inverse de toutes les logiques de division, de reproduction des différenciations sociales dans les organisations. Comme il reste quelques minutes, je vais juste évoquer 2 points de l'ouvrage. Il y a la question du processus qui fait que certains deviennent permanents et sont dégagés à 100% de l'activité ouvrière. Donc c'était un de mes questionnements dans l'ouvrage, de voir comment était géré le fait d'être détaché de l'entreprise pour faire du militantisme à 100%. Donc en gros la question des permanents syndicaux. Et ce que je mets en avant, c'est le fait que dans ces syndicats de sites, et à la SNCF en général, on ne peut pas parler de permanents syndicaux qui seraient coupés de la base, qui seraient des bureaucrates hors sol, dans un entre-soi de permanents, complètement coupés du milieu ouvrier. D'abord parce que ces trajectoires vers le fait de devenir permanent sont des trajectoires longues. Donc je vous ai dit qu'il y avait 10 ans avant d'adhérer à la CGT, et ensuite en général, donc c'est des généralités mais on le retrouve très très souvent, ensuite en gros il y a une dizaine d'années où ils prennent des responsabilités, des mandats, progressivement. Et pour ceux qui deviennent permanents, c'est au bout de 10 ans, c'est-à-dire que c'est autour de 40 ans qu'ils deviennent permanents. J'ai présenté l'ouvrage dans différents endroits et au sein de différentes unions départementales de la CGT, et ça s'opère également dans d'autres milieux. Donc je pense que c'est important, c'est qu'on ne peut pas parler de personnes. Donc moi, le principal enquêté qui est très présent dans l'ouvrage, qui s'appelle Philippe dans l'ouvrage, c'est celui qui dirige le syndicat quand j'arrive, qui n'est pas encore détaché à 100% et qui progressivement devient permanent pour le secteur régional pour s'occuper de la formation. Et son parcours est assez classique. On ne peut pas dire qu'il quitte la condition ouvrière, parce qu'en fait il a passé l'essentiel de sa vie professionnelle à travailler dans l'entreprise comme ouvrier. Et ensuite, il réside sur place, dans les cités cheminotes du bourg, et toute sa légitimité, non seulement dans la boîte, mais dans le syndicat, c'est le fait qu'il reste en contact avec ses collègues. Donc il est très présent lors des différents mouvements de grève, dans les assemblées générales, dans la formation syndicale, dans les différentes fêtes. À la réunion de la commission exécutive, à la fin, il n'y allait plus pour justement laisser plus de place au nouveau secrétaire du syndicat. Mais on ne peut pas dire qu'il est extrait de ces milieux populaires. Effectivement, son travail, à la fin de sa carrière, devient un travail intellectuel, puisqu'il c'est surtout un travail d'écriture, de lecture et de formation, mais il est toujours complètement ancré dans ces milieux-là, donc je pense que c'est une erreur voilà, de ne pas voir qu'il y a une continuité. Et souvent, donc là c'est encore plus renforcé du fait qu'on est dans un contexte rural où tout le monde se connaît, où il y a un contrôle très fort des collègues qui restent à l'atelier sur les militants syndicaux, puisqu'en fait ils les voient au supermarché, dans la gare, dans l'espace local. Lui il habite dans les cités cheminotes où ses collègues habitent. Donc effectivement c'est peut-être plus facile de s'extraire en milieu urbain, sauf que la légitimité de ces permanents au niveau régional, c'est d'être toujours à l'interface. Si bien qu'en observant par exemple ce militant dans des réunions nationales, on voit bien qu'il arrive à la fois jouer sur un registre d'expertise très très poussé sur les dossiers, donc sur les retraites, où c'est très compliqué, avec un langage très policé dans ce type de réunion, et un langage
qui est ouvrier, qui est très ancré dans ses sociabilités locales, et c'est pas une stratégie, c'est-à-dire qu'il est entre deux mondes. Et à mon sens, le mouvement ouvrier, et on y reviendra dans le débat, a intérêt à s'appuyer sur ces militants qui sont à l'interface avec les milieux populaires et des milieux politiques plus structurés. Et c'est important, je pense, de mettre l'accent sur ce type de permanents, puisque souvent on met dans le même sac les permanents syndicaux et les permanents politiques. En ayant beaucoup travaillé sur le Parti communiste français, sur les dirigeants communistes aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle des permanents, sauf qu'ils sont permanents de manière très très différente, puisque eux, en fait, ils sont permanents dès qu'ils quittent l'enseignement supérieur, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la vie active. C'est quand ils sortent de l'université, souvent avec des métiers liés à la gestion des politiques territoriales, qu'ils deviennent collaborateurs d'élus, ou élus directement, et donc ils sont permanents entre 20 et 25 ans, avec pas ces trajectoires d'être passés par des entreprises et d'avoir été sensibilisés à ces questions de lutte autour des conditions de travail. Donc c'est pour ça qu'en soi, le problème des organisations, ce n'est pas le fait qu'il y ait des permanents, c'est de savoir comment on devient permanent et comment aussi ils sont contrôlés par la base. Et la base militante à la CGT est beaucoup plus en mesure de contrôler ces permanents que la base très faible du Parti communiste, où il y a très très peu de lien entre les différents échelons. Et le dernier point que je vais évoquer pour conclure, c'est la question de l'engagement dans l'espace local, donc de revenir sur ce que le syndicat permet pour lutter contre l'exclusion politique des classes populaires dans l'espace local, puisqu'effectivement il y a une marginalisation politique extrêmement forte, encore plus forte aujourd'hui qu'auparavant, des ouvriers dans la scène de la représentation politique. Donc c'est extrêmement fort, vous le savez, à l'Assemblée nationale, il n'y a plus aucun ouvrier. C'est très fort dans la plupart des grandes agglomérations où il n'y a plus d'ouvriers, non seulement maires, mais même chez les conseils, chez les conseillers municipaux. Mais c'est aussi très fort dans ces campagnes très populaires et très ouvrières. Donc on aurait pu penser qu'au moins dans ce milieu-là où les ouvriers sont encore... donc les ouvriers sont partout très nombreux, mais là encore plus. Donc il y a vraiment un effet masse qui aurait pu jouer, surtout que là les classes supérieures sont très peu représentées. Donc ce que j'ai dit en introduction, c'est que plus on s'éloigne du centre des agglomérations, plus la part des ouvriers est importante dans la population, et c'est l'inverse pour les professions intellectuelles et les cadres supérieurs. Plus on s'éloigne des agglomérations, plus leur part dans la population est très faible. C'est pour ça donc ce que j'ai évoqué, c'est que les cadres viennent travailler, mais ils n'habitent pas sur place. C'est pareil pour les enseignants de plus en plus. Ils vont soit dans la périphérie pour enseigner, dans les petits villages, mais en fait ils habitent dans les grandes agglomérations. Or là, ces processus sont aussi très forts, c'est-à-dire l'invisibilisation et la sous-représentation des ouvriers dans les municipalités, même si la population est très ouvrière. Donc là, c'est un bourg qui est très industriel. Les classes populaires représentent, je crois, c'est environ de 60% de la population. Or, elles sont quasiment absentes de la municipalité. Le peu d'ouvriers présents souvent sont passés par le syndicat, et donc ça c'est important, c'est-à-dire que le passage dans le syndicat donne un savoir-faire, des ressources aux ouvriers pour leur permettre de s'engager également dans l'espace local. Donc il y a tout un apprentissage militant, mais surtout un apprentissage de la lutte contre la honte sociale qui fait que les ouvriers n'osent pas s'engager et souvent tendent à délaisser la représentation politique aux autres et donc aux classes supérieures. C'est-à-dire qu'apprendre à s'opposer au patron, à l'agent de maîtrise, au cadre, ensuite ça donne des ressources pour pouvoir tenir tête aux directeurs d'école, aux professions libérales installées dans le bourg, et donc aussi tenir tête aux maires et aux adjoints. Donc tout ce travail sur l'affirmation de soi et sur ne pas laisser aux autres la représentation, ça peut donc s'opérer dans les associations, où on retrouve aussi cette marginalisation politique des classes populaires, avec une surreprésentation des enseignants et des cadres,
Or, on voit que dans les différentes associations, lorsque certains ouvriers se retrouvent aux avant-postes, souvent en fait ils sont passés par le syndicalisme. Et dans l'ouvrage, je prends l'exemple du comité local de la FCPE, qui est généralement une organisation dirigée par des enseignants ou des cadres. Et donc là, on a un cheminot qui se retrouve président de son comité local. Et ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'on fait l'entretien et qu'on discute avec lui sur comment il vit ça, il met ça très clairement avec ce qu'il fait dans le syndicat. C'est que c'est la même chose. Et surtout, c'est la même chose au niveau de la politisation. C'est-à-dire qu'il va ancrer les débats du comité de parents et d'élèves au-delà des festivités et de la kermesse, mais sur des revendications générales, c'est-à-dire que toute la généralisation de ces revendications qu'il a eues dans l'atelier, il le reproduit dans le comité de parents et d'élèves, et il va politiser les autres du comité. Et il va oser tenir tête aux directeurs d'école sur certains conflits, et c'est à mon sens, une attitude qui a été rendue possible par ce passage par le syndicat cheminot. Et dans cette municipalité, dans ce bourg, donc c'est une municipalité d'union de la gauche, avec un maire du parti radical de gauche, donc qui est probablement l'habitant qui est le plus diplômé de ce bourg, puisqu'il est diplômé de Sciences Po Grenoble, et ensuite il a fait le collège européen de Bruges en Belgique, qui forme les hauts fonctionnaires européens. Donc je pense qu'il n'y a pas d'habitant plus diplômé, et s'il n'était pas maire, il ne serait sûrement plus dans ce bourg. S'il reste, c'est parce qu'il est maire. Donc lui, c'est un permanent des politiques aussi, donc, parce qu'il est dirigeant du parti radical de gauche. Et donc ce maire surdiplômé se retrouve, il n'est pas du tout à l'image de la population locale. Il s'entoure d'adjoints qui sont essentiellement des agents de maîtrise et des cadres, soit de l'atelier de la SNCF, soit de l'usine de la métallurgie. Donc on retrouve très clairement une traduction de la domination de classe qu'il y a dans les entreprises au niveau municipal, où les dominants dans l'espace professionnel se retrouvent aussi dominants dans l'espace municipal. Et comme adjoint, il y a un seul adjoint d'origine ouvrière, et c'est quelqu'un qui dirigeait le syndicat cheminot dans les années 90. Donc lui, il est simplement diplômé du certificat d'études primaires. Il est marié avec une femme qui était auparavant ouvrière dans le textile, dans une boîte qui a été fermée, et qui est aujourd'hui femme de ménage. Donc on a quelqu'un qui trouble l'entre-soi bourgeois de cette municipalité. Donc en soi, c'est intéressant parce que ça crée un peu plus de démocratie sociale, si on veut. Mais son origine sociale est aussi très importante, puisque comme par hasard, c'est le seul qui est proche du front de gauche. Donc avant, il était au Parti communiste, il n'est plus au Parti communiste, il est proche du front de gauche, pour faire simple. Et c'est le seul comme adjoint de cette municipalité. C'est-à-dire que l'origine sociale, le fait qu'il a toute sa trajectoire, à la fin il était permanent également, ça joue sur son attitude politique et sur les positions politiques qu'il défend dans la municipalité. C'est-à-dire qu'il vient avec toute une radicalité politique qui est liée à son histoire, avec toute une envie de changement politique que n'ont pas les cadres de la même entreprise. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, le syndicalisme, c'est une des rares matrices qui peut encore troubler et contredire les logiques sociales qui régissent la vie politique, qui est de moins en moins troublée par les partis de gauche, puisque eux se sont recentrés, donc surtout dans ces campagnes-là, autour de la petite bourgeoisie culturelle, c'est-à-dire que c'est essentiellement les enseignants et les cadres moyens qui dominent les organisations de gauche. Donc il y a clairement un recentrement sur ces fractions plus privilégiées, que ce soit pour le Parti communiste ou pour les autres organisations de gauche. Or, ce n'est pas simplement la traduction d'une évolution sociologique. On pourrait dire, bon, il y a moins d'ouvriers, donc c'est normal qu'au Parti communiste... Donc je reste toujours sur le cadre du Parti communiste, on débattra plus largement ensuite. Mais on ne peut pas dire qu'il y a moins d'ouvriers, donc c'est pour ça que c'est normal que le Parti communiste soit moins ancré dans les milieux ouvriers. On ne peut pas dire qu'il y a moins de militants ouvriers, c'est pour ça qu'il n'y en a plus des partis communistes. Non seulement il y a toujours des ouvriers, donc en gros c'est 22% de la population active, mais les employés en fait, sont des ouvriers des services, donc on est en gros à 50%. Et non seulement il reste des ouvriers, mais en plus il reste des militants ouvriers dans les syndicats qui n'ont pas disparu. Mais ce profil-là,
Dans les partis de gauche relativement importants, ces profils-là sont marginalisés. Si bien que cet adjoint d'origine ouvrière, il a démissionné du Parti communiste, comme la plupart des cheminots de cette région. Ils votent toujours Front de gauche communiste, mais ils ont un décalage parce qu'ils ne se retrouvent plus dans une organisation qui s'embourgeoisée, et une organisation où tout se joue sur les rapports de force individuels. D'une fédération à l'autre, les mots d'ordre sont différents. Il y a moins la question du savoir-faire collectif que j'ai évoqué pour le syndicalisme. Les élus ont pris le pouvoir, ou leurs collaborateurs, et il y a une dévalorisation de l'engagement ouvrier, de l'engagement syndical, qui est de moins en moins vrai aujourd'hui, où je pense qu'il y a un rattrapage dans les dernières années. Mais ce profil de militant ouvrier existe, mais on les retrouve de moins en moins dans les partis, et à mon sens, c'est une des clés de compréhension du décalage entre la gauche et les classes populaires contemporaines. Merci. J'ai un peu déplacé, désolé. C'est pas très grave. Avant de donner la parole à Sandra, je voudrais juste, on va faire passer une feuille dans la salle, si vous voulez laisser votre mail pour être au courant des autres débats qu'on organise assez régulièrement. Voilà, qu'elle passe. Ils vont tomber dans la nuit. Il faudra les reculer. Ah, c'est bon. Non mais moi pour commencer je voulais dire déjà que cet ouvrage et cette étude, moi elle avait fait écho avec mon expérience de militante syndicale, même s'il y a des spécificités que je ne connais pas, la ruralité, la SNCF par exemple, mais l'analyse qu'on en tirait, voilà, moi je travaille depuis 4 ans et demi, j'ai la chance d'avoir un travail stable puisque je suis devenue fonctionnaire aux finances publiques, mais j'ai travaillé une quinzaine d'années dans un centre d'appel sous-traitant dans les télécommunications, et donc là c'était pas tout à fait la stabilité, c'était autre chose dans un secteur, et c'est pour ça que ça fait écho totalement, ton analyse etc. fait écho avec un peu nous ce qu'on peut connaître en tout cas, ou ce qu'on a connu, comment on a milité dans un secteur plutôt précaire, plutôt jeune, plutôt divisé, etc. Enfin, tout ce que tu décris, parce que c'est aujourd'hui une réalité, c'est que il y a beaucoup de difficultés qui sont mises pour que dans des lieux comme ça, les centres d'appel par exemple, que je connais bien, mais aussi dans des lieux de travail précaires, beaucoup de choses sont mises en place pour que justement il n'y ait pas une cohérence, une cohésion entre les salariés et qu'il n'y ait pas de possibilité de se syndiquer, hein, tout est fait quand même pour ça. Et malgré tout, il y a une cohésion qui se fait peu à peu, alors autour de revendications spécifiques au départ. Nous, par exemple, dans mon centre d'appel, il n'y avait pas d'organisation syndicale quand moi j'ai commencé, quand on a été plusieurs à rentrer dans cette entreprise. Pas d'organisation syndicale, et les salariés qui étaient présents depuis un certain nombre d'années commençaient à en avoir ras la casquette de voir leur congé refusé pour diverses raisons, ne pas se faire entendre, il n'y avait pas de représentants, il n'y avait pas d'élection du personnel, etc. Et pourtant, tout aurait dû être fait pour qu'il y ait ça. Bon. Et donc nous, on a été plusieurs à rentrer à ce moment-là dans cette entreprise, donc avec des expériences différentes. Bon, moi, j'étais militante syndicale aussi à l'université, donc ça aide aussi peut-être. D'autres qui avaient fait aussi d'autres militantismes, alors plutôt associatifs, etc. Et on s'est retrouvés, un petit noyau à 2-3 là, à avoir une petite expérience militante, et ça nous a aidé effectivement à monter un syndicat revendicatif. Alors on n'a pas choisi le plus simple, hein, parce que ça a été Sud, donc à l'époque, bon, pas représentatif tout ça, mais on n'a pas fait ce choix là parce que on s'est dit on est des dingues et on veut monter Sud,
mais parce qu'on a demandé, en fait, il y a eu une prise de conscience en se disant, bah, si on veut se défendre, il faut qu'on se syndique. Bon, donc, mais alors quel syndicat on choisit? Et là, ça a été assez phénoménal parce qu'on s'est retrouvés là, les 18 qui voulaient syndiquer, faire quelque chose dans cette entreprise au départ. Et on s'est dit, on a commencé par lister l'ensemble des organisations syndicales qu'on connaissait. Donc on a commencé par la plus grande, la CGT. Et là, oh non, non, pas la CGT, c'est trop lié au Parti communiste. Mais vraiment pour des gens voilà, pas politiques, pas syndiqués non plus et tout. Bon. La CFDT, ah non, 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 pas la CFDT, c'est le patronat, etc. Bon. FO, ah non, 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 pas FO, ça, on ne connaît pas et tout. Bon, moi je connaissais Sud de nom, donc je dis, bah, on peut peut-être essayer un autre syndicat qui s'appelle Sud, mais je pense que ça peut être un peu compliqué. Donc on a choisi Sud voilà, à monter. Bon, voilà, on a commencé à monter, on a commencé à devenir très rapidement première organisation syndicale de l'ensemble de l'entreprise, ce qui était intéressant. Et on a commencé aussi à voir rentrer en scène et rentrer dans le militantisme, mais sans s'en apercevoir, des salariés qui n'avaient jamais milité de leur vie, voilà, c'était leur première expérience, face à une hiérarchie qui en fait c'était une entreprise, le patron pensait toujours qu'on était ses filles, donc un peu un aspect paternaliste, en plus très féminisé. Donc quand on lui a dit non, non, on n'est pas vos filles, en fait, on est bien des salariés, et là, il y a des choses qui ne vont pas. Et ça, c'était... et peu à peu, s'est créé un collectif, une cohésion de groupe, voilà, malgré nos diversités d'expérience, etc. Et ça, c'est aussi ce que révèle ton étude, et ça, je trouve que c'est très, très parlant. Alors, on a réussi aussi la fameuse transmission des anciens. Donc nous, pour avoir cette transmission-là, vu que dans notre boîte, on n'avait pas tellement d'anciens syndiqués, etc., on est allé voir la Fédération Sud PTT, en fait, et c'est eux qui nous ont transmis, en fait, leur savoir-faire, leur savoir militant, comment on pouvait militer. Alors même si eux, ils n'avaient pas l'expérience d'une entreprise privée sous-traitante, parce que nous on arrivait, on était des ovnis par rapport à la Fédération Sud PTT, hein, qui à cette époque-là ne faisait adhérer que des fonctionnaires. Hein. Donc ça a changé, hein, quand on est arrivé, ça a été modifié. Donc ça c'est aussi l'évolution d'un secteur qui jusqu'à présent ne syndiquait que les fonctionnaires et qui s'est dit, le champ de syndicalisation en fait, et au vu de l'évolution aussi bien des télécoms que de la poste, qui n'a pas que des fonctionnaires aujourd'hui, il faut aussi permettre à tout le monde, et donc il y a eu un élargissement du champ de syndicalisation, et nous ça nous a permis d'avoir un peu notre place dans cette fédération-là, et ça nous a permis aussi d'avoir toute la transmission militante et expérience de PTT. En plus, on a eu de la chance parce que c'était pas simplement tous et toutes des militants ou des militantes syndicales, mais c'était aussi beaucoup d'entre eux et d'entre elles, la Fédération Sud PTT, des militants et des militantes politiques, hein, parce que bon, la Fédération Sud PTT s'est créée quand même avec beaucoup de militants et de militantes politiques venant plutôt de ce qui a été la LCR avant, ou du côté libertaire. Donc nous, on s'est imprégné de ces deux aspects-là pour militer. Donc ça, c'est pour nous, ça a été une bonne chose. Et moi, ce qui m'a frappé aussi dans ton étude, c'est comment voilà, la découverte du syndicat et du militantisme au quotidien et peu à peu. Voilà. Et moi, ça a fait écho parce que ça a été ça pour les militants. Et ce qui a fait... parce que là, tu parles peu des luttes en fait. Et nous, l'expérience qui a fait rentrer un maximum d'adhérents, on va dire, dans le militantisme, ça a été une grève qu'on a menée pendant une semaine. Alors, comme ça, on dirait une semaine, c'est pas beaucoup, mais en fait, c'est extrêmement important. Une semaine de grève dans un centre d'appel précaire où la hiérarchie nous en mettait quand même plein la tête. Et là, on a vu fleurir des militants et des militantes qui s'ignoraient, quoi. Ça a été le réveil, et ça a été assez fabuleux. Expérience, même l'idée de faire des pancartes, des banderoles, des actions, etc. Ça venait pas des militants un peu plus expérimentés, mais ça venait réellement des salariés qui étaient peu expérimentés, et
On a gagné, pour en plus, on a gagné quand même cette grève, donc on était plutôt contents. Et jusqu'à présent, ces militants qui sont toujours restés dans la boîte, malgré un plan de sauvegarde, enfin un plan de licenciement, plan de sauvegarde de l'emploi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais un plan de licenciement, il y a quand même des militants qui sont restés, et le syndicat, et, malgré le fait que les militants les plus expérimentés soient partis, il y a la continuité aujourd'hui du syndicat, il y a la continuité des militants et il y a aussi une passation aussi d'expérience, même si ils ont entre 10 et 15 ans d'expérience militante, ce qui est important. Alors sur la hiérarchie scolaire, alors là c'est plutôt dans ma deuxième expérience professionnelle. Là, depuis 4 ans et demi en fait je suis aux finances publiques. Alors là c'est un milieu aussi pour moi là, comme j'aime souvent à dire, pour moi c'est quand même par rapport à ma première expérience, c'est un choc de culture, on va dire. Donc des fonctionnaires, c'est un milieu extrêmement syndiqué, hein, historiquement. Voilà, il y a quand même 80% encore de participation aux élections professionnelles, ce qui n'est pas rien aux finances publiques, au vu de ce qui se passe aux dernières élections de la fonction publique. On est encore le secteur où il y a 80% de personnes qui vont voter pour leurs représentants personnels. Solidaire Finances Publiques, par exemple, dans lequel je milite, nous on syndique 17% des agents des finances publiques, ce qui est quand même pas rien dans ce secteur. Donc c'est un secteur très syndiqué. C'est un secteur très politisé aussi, mais alors là, pas vraiment LCR ni libertaire, plutôt PS historiquement. Donc bon, mais ça change. Là, je pense que pour une grande part d'entre eux, ils sont revenus du Parti socialiste. Donc là aussi, c'est un milieu voilà très politisé. Et sur la hiérarchie scolaire, ce qu'on voit là depuis quelques années, avec un taux de chômage extrêmement élevé au global, c'est qu'on voit que, quels que soient les grades, on voit des agents qui arrivent de plus en plus en fait diplômés. C'est-à-dire les agents C, le premier grade en fait de la fonction publique, qui normalement est ouvert aux gens qui ont un BEP. Les gens qui ont un BEP peuvent même plus atteindre cet échelon-là, puisque désormais ceux qui arrivent sont plutôt Bac plus 2, Bac plus 4, voire 6, voire 7 pour certains d'entre eux, qui ont galéré, qui n'ont pas trouvé de boulot, donc qui viennent passer n'importe quel concours et qui atterrissent agent C aux finances publiques, ou agent B ou agent A, mais aussi beaucoup d'agents C. Donc ça, aujourd'hui, là, sur la hiérarchie scolaire, avant, c'était les finances publiques étaient très hiérarchisées, enfin, c'est encore, les A... Là, c'est des gens qui ont fait des études, grosso merdo, les B un peu moins et les C pas du tout, quoi. Mais là, ça change vraiment, et donc ça change aussi dans notre syndicalisme au quotidien, parce que c'est pas du tout la même chose. Et pour revenir sur l'expérience des centres d'appel, ce que nous on s'est attaché avec, alors grâce aux anciens de SUDPTT en particulier, c'est sur la question des mandats, de la sur la limitation des mandats qu'on pouvait avoir en tant que délégué syndical ou élu au CHSCT, élu au comité exécutif ou au comité d'entreprise ou aux élections du personnel, et surtout le non-cumul des mandats pour permettre à un maximum de salariés de participer aux réunions avec les patrons, pour voir aussi comment ils nous traitaient dans ces réunions, soi-disant, de dialogue social. Et là aussi, ça a réveillé aussi une certaine conscience de il y a eux et nous. Voilà, on n'a pas le même discours et on n'est pas traité de la même façon, etc. Donc ça, c'est aussi important. Et donc voilà, moi je voulais vous donner un peu l'expérience, parce que je pense que ça fait beaucoup écho aussi à ton étude, et ça prouve aussi l'étude que tu as faite et les expériences que les uns et les autres on peut avoir un petit peu quand on a de la chance de pouvoir le faire. C'est que contrairement à ce qui est dit, la classe ouvrière, elle n'est pas morte, quoi. Et deux, le mouvement syndical non plus. Et on perçoit quand même un renouveau
dans le syndicalisme et dans les militants syndicaux régulièrement, que ce soit dans des milieux précaires ou dans des milieux un peu plus stables aujourd'hui. Là, par exemple, aux finances publiques, on a quand même beaucoup de jeunes qui arrivent, qui viennent soit du privé, soit qui n'ont pas d'expérience professionnelle, qui sont sans doute les plus difficiles à syndiquer aujourd'hui, contrairement aux autres. Mais voilà, c'est aussi un pari là qu'on a à faire dans les années qui viennent, c'est que ces jeunes-là, plutôt individualistes, parce qu'il y en a aussi, à leur faire comprendre que l'individualisme, ça ne servira pas à grand-chose et que le collectif est extrêmement important, en particulier quand on veut garder ou acquérir des droits supplémentaires. Oui. Bon, enfin moi aussi, la lecture de ce livre, ça m'a très intéressé. Mais alors, évidemment, on a toujours tendance à le lire par rapport à sa propre expérience aussi. Donc, moi, mon expérience, il y a des points comparables, d'autres points pas très comparables, évidemment, parce que la plus importante que j'ai eue, c'est en tant que technicien, dans quelque chose qui, par contre, est très similaire, en fait, au centre d'entretien, puisque moi, j'ai bossé pendant plus de 20 ans dans, disons, l'entretien aéronautique, et donc dans les centres de maintenance industrielle d'Air France, et avec, en gros, les mêmes types d'évolutions, les mêmes types de problèmes qu'on peut rencontrer dans un atelier SNCF, même si nous, on est... Enfin, maintenant, je suis à la retraite, mais en fait, on n'était pas statutaire, mais avec aussi un statut pratiquement identique. Il y a un truc assez particulier, catégorie ouvrière forte, type de formation particulière. Et donc, il y a pas mal de choses sur lesquelles ça a fait tilt, parce que ça correspondait un peu à ce que j'avais vécu. Après, il y a aussi un autre truc, moi, que j'ai vécu auparavant, mais qui, là, c'était dans une autre vie. Parce que j'étais dans les quartiers nord de Marseille, où j'étais infirmier, en fait. Et où là, tout le type de lien PCF, CGT, habitat et tradition, disons, historique, était un truc que je connaissais. C'est-à-dire, c'est clair, par exemple, moi j'étais infirmier, bon, c'était des catégories C ou catégorie D, en gros, de la fonction publique, c'était les quartiers nord, bon, c'est évident qu'on était, en général, on était CGT, enfin, moi j'étais à la CGT à ce moment-là d'ailleurs, on était au Parti communiste, et dès qu'on entrait, en effet, dans la boîte, on entrait au syndicat. C'était un truc naturel, c'était un truc familial, enfin, comme mon beau-frère qui était au chantier naval, enfin, bon, c'est la même chose, c'est-à-dire, en gros, c'était le truc traditionnel. Bon, ça, il n'y a pas de problème, mais ça, c'était avant. C'est-à-dire, en gros, c'était quand même une autre époque. Et après, même, je pense que si je retournais maintenant dans le même type d'établissement, le réflexe ne serait pas du tout le même, ce ne serait pas du tout de la même manière. Mais alors, par contre, là où c'était intéressant, moi, le premier truc où ça m'a accroché dans le début de ton livre, c'est évidemment tous les paragraphes qui concernaient un peu l'évolution des structures et des rapports sociaux dans les ateliers, en gros, dans les années 80-90, parce que ça, c'est stupéfiant. Je pense que les expériences sont assez comparables dans des structures comme celle-là, la SNCF, bon, là où je travaillais moi à Air France, à mon avis dans l'automobile en général, dans l'électronique, enfin bon, dans pas mal de secteurs. Et là, il y a quelques caractéristiques communes. Parce que pour nous, disons, l'arrivée du TGV, c'était l'arrivée de l'Airbus 320, en gros. C'est-à-dire, on travaillait sur un matériel qui était électrique, et après, le matériel est devenu totalement électronique. Et du coup, dans les métiers, ça a changé les métiers, évidemment. Et c'est au même moment où, en gros, les méthodes managériales ont changé de la même manière, et les rapports sociaux dans l'atelier ont changé aussi. C'est-à-dire, pour être clair, par exemple, bon, nous, avant, tout ce que tu racontes sur les apéros, les bouffes, les baptêmes, enfin, bon, les mariages, la nouvelle bagnole, la partie de pétanque, ça, c'était un truc qui était automatique. Bon, ça, je l'avais connu quand j'étais infirmier aussi, c'était pareil. Mais alors, quand j'étais aussi, disons, Air France au départ, pendant une dizaine d'années, ça continuait à exister. Y compris, on avait la tradition dans l'électronique, mais en gros, dans pas mal de secteurs, disons, de la Saint-Éloi, qui est la fête, disons, du saint patron des orfèvres, mais aussi des mécanos, et des électroniciens et des électriciens. Et pour nous, c'était automatique que pour le soir, le jour de la Saint-Éloi, en gros, on ne bossait pas dans l'atelier. C'est-à-dire, l'atelier se transformait en restaurant. Il y avait celui ou celle, enfin celui chez nous en général, de fait, qui amenait la bouffe, qui amenait à boire, qui amenait l'apéro, qui préparait le barbecue. C'était un truc, et les chefs aussi. Bon, et ça c'était un truc particulier justement qui après a changé. En gros, il y avait une proximité de petit encadrement qui faisait que ce genre de choses-là, c'était commun à tout le monde. Et c'était évident. Et le fait qu'on ne bosse pas ce jour-là, c'était évident à tout le monde. C'est-à-dire, c'était logique. C'est-à-dire, en gros, il y avait un ou deux dans le boulot, parce que nous on faisait de la maintenance, il fallait quand même faire sortir quelques équipements pour les avions. Donc il y avait un ou deux qui étaient de fait dévoués le matin. En gros, tu fais sortir l'urgence, et après tout le reste s'occupait en gros du reste. De l'important, c'était la bouffe. Bon, et ça, c'était un truc qui était automatique. Mais c'était automatique pour la Saint-Éloi,
Puisque alors cette loi, c'était un truc qui était génial, parce que nous, on avait un grand hangar qui existe toujours, mais qui est pratiquement détruit, et qui est un hangar qui pouvait, de fait, accueillir les avions. Et le Saint-Éloi, c'était des tables immenses, en gros. C'est-à-dire, il y avait 500 mécanos et ouvriers qui faisaient le repas en même temps. En gros, c'était... Bon. Après, on avait aussi ça dans l'atelier, à certaines occasions, aussi de repas d'atelier régulièrement. C'était logique. Des repas d'atelier une fois par an, pour la Noël, par exemple. Le jour, disons, on se faisait un réveillon automatiquement. De la même manière. Bon. Ça, c'était des trucs logiques. Bon, je passe sur les apéros, les machins, enfin bon. Les cafés dans l'atelier, enfin tout ça, c'était des trucs qui étaient automatiques, faisaient partie de la vie sociale de l'atelier. Et paradoxalement, c'est un truc qui est évident aussi, même si c'est compliqué à faire comprendre, ça n'entravait pas du tout la productivité de l'atelier. Au contraire même. C'est-à-dire, c'est un petit paradoxe que les patrons ne comprennent jamais, c'est que forcément, quand il y a ce type de relation sociale dans un atelier, ça fait que finalement, ton boulot, tu le fais plus vite, plus facilement, et tu es plus attentif à ce que tu fais. Bon, ça c'est un truc, bon, évidemment, qui était lié. Et après, ça a disparu avec divers trucs. L'interdiction de l'alcool, qui malgré tout est un truc hyper pervers. Enfin, nous, à mon syndicat, on s'est battu contre, pour être clair. Non, mais on était le seul syndicat du centre industriel d'Air France à se battre contre l'interdiction de l'alcool. Mais en expliquant très bien. Nous, on a dit on est contre l'alcoolisme, on n'est pas contre le vin à la cantine, on n'est pas contre les apéros. Et y compris pendant un an, une fois que c'était interdit, on a fait en sorte que notre local des délégués, on le mettait à disposition de ceux et celles qui voulaient faire un apéro avec alcool, contre la direction. C'est-à-dire on se mettait dans la légalité, mais on s'en foutait royalement. Parce que pour nous, c'était en gros une entrave et une attaque frontale, non pas contre l'alcoolisme, mais contre les liens de convivialité et des liens, disons, humains dans le cadre, disons, de l'entreprise. Bon, pour nous, c'était un truc important. Bon, alors après, le temps a passé, après évidemment on s'est fait balayer, mais enfin malgré tout on avait tenu à affirmer ce truc-là, y compris contre le bureau du CE, qui était CGT, contre, disons, et contre la direction. On n'a jamais été emmerdé par rien. Donc, c'est comme ça aussi d'ailleurs qu'on s'est fait une certaine reconnaissance au début, alors qu'on était assez minoritaire dans le secteur. Mais bon, non, pas que comme ça, quand même. Donc, non, mais ça, non, mais on rigole, mais c'est vraiment un truc important. Comme l'interdiction de fumer, c'est pas. Enfin, en gros, tous ces machins-là, ça a été des systèmes qui ont été mis en place régulièrement dans toutes les boîtes, au nom. Enfin, c'est un truc typiquement socialo d'ailleurs, ça, franchement. C'est-à-dire, au nom du bien-être, au nom de cette bien vachement mieux, etc., etc. Bon, en fait, c'était en fait une attaque frontale contre les acquis traditionnels, collectifs, disons, qui pouvaient exister dans des unités. Bon, ça c'est vrai. De la même manière, le phénomène était identique par rapport à la perruque. Alors, ça, t'en parle pas beaucoup. Enfin, ça mérite des bouquins entiers. Bon, moi, j'ai un camarade d'ailleurs d'Air France qui a écrit un bouquin sur la perruque. Et c'était un truc aussi qui faisait partie de la culture ouvrière des années 60, 70, 80, et qui a disparu dans les années 90. Alors nous, d'autant plus, comme on était un atelier électronique, bon, donc on réparait, par exemple, les télés dans les avions. Bon, on réparait tout ce qui était magnétophone, qui sert pour les diffusions de messages. Bon, en gros, c'est-à-dire on avait une connaissance et un savoir-faire qui fait que ce savoir-faire-là était directement utilisable, bien sûr, par rapport à des trucs dont on a besoin tous les jours. Donc nous, à l'atelier, et les chefs participaient à ça aussi, on avait souvent un ou deux gars en l'occurrence, parce que malheureusement, enfin, l'atelier était 99% masculin. Bon, mais il y avait le gars qui bossait ailleurs, qui amenait sa télé, et la télé, on lui réparait, la chaîne hi-fi, les amplis, enfin voilà. C'était normal. Et y compris, il n'y avait pas de problème par rapport à l'encadrement, pour la raison dont je parlais auparavant, c'est le même problème que par rapport, même disons, à la qualité du boulot. Et paradoxalement, ce truc-là, d'ailleurs, pour les jeunes qui arrivaient, ça leur donnait aussi une expertise et une qualification sur le terrain technique par rapport au boulot. Le fait de faire ça te donnait une qualification meilleure que simplement appliquer ton truc, parce que bon, et de fait tu avais le goût de le faire, l'envie de le faire. Donc ça, c'est des trucs aussi, la perruque, qui était un... Bon, là, je passe sur des trucs... Par exemple, les Canal Plus Pirates, pour ceux qui ont connu cette époque-là, c'était un grand classique. Il y avait des chaînes de fabrication entières de Canal Plus Pirates. Mais par exemple, moi, une fois, je suis allé dans le bureau de mon chef à 6h, parce qu'on bossait un peu plus tard ce jour-là. Il était en train de se faire ce Canal Plus Pirate aussi, lui. Bon, il me demandait s'il n'avait pas une ligne retard, parce qu'il n'avait plus la ligne retard pour monter le Canal Plus Pirate. Bon, enfin, gros, donc ce type de... Je détaille, ça peut paraître complètement anecdotique, mais ces machins-là, c'est important à comprendre, parce que c'est toute une série de choses qui ont été totalement cassées dans les années 80. Bon, et qui ont été cassées avec, en même temps, tous les phénomènes que tu décris, c'est-à-dire à la fois bon, le truc QSE, enfin, on parle à un moment donné, c'est-à-dire le fait qu'on a été instauré dans les ateliers et dans les trucs industriels, ce qu'on appelle le QSE, c'est-à-dire qualité, service, environnement, voilà, qui est en fait une merde totale. C'est-à-dire c'est un truc qui est contre les CHSCT en pratique, c'est un truc qui, y compris, est contre tout le truc rationnel dont je parlais auparavant, et qui soi-disant est pour la qualité, une meilleure qualité de travail, une meilleure qualité de service.
Et nous, on s'est rendu compte, au contraire, que par exemple, un truc dont tu parles aussi à un moment donné, on s'est trouvé confronté à un phénomène à une injonction paradoxale, comme on dit. C'est-à-dire, soi-disant, il fallait faire plus de qualité, mais en même temps, on disait qu'il fallait travailler beaucoup plus vite. Bon, et nous, on a un truc qui est un acronyme, pas du transport aérien, d'ailleurs, qui s'appelle le TAT, c'est-à-dire le turnaround time. Enfin, en gros, c'est le temps entre une boîte arrive dans l'atelier, dans combien de temps elle va sortir. Et donc, il faut réduire au maximum, le TAT, c'est le truc qu'il faut réduire au minimum. Mais évidemment, qu'est-ce qu'on nous dit dans ces cas-là? Quand on passe trop de temps à faire une boîte, on nous dit, tu fais de la surqualité. Et en gros, tu as un temps moyen et un temps repère. Bah oui, ça, la surqualité, c'est un truc. Et tu as un temps moyen et un temps repère qui a été chronométré à un moment donné par un contrôleur. Et on te dit, comment tu as passé 8 heures sur cette boîte-là, le temps de contrôler normalement c'est 4 heures, tu as passé 4 heures de trop. Et après, tu as beau expliquer que la boîte elle avait un problème, qu'il ne fallait pas qu'elle sorte comme ça, pour des raisons de sécurité, ah ben non, mais tu as quand même dépassé 4 heures. Donc ce qui pousse en fait à la faute, et à enfreindre. Je sais pas si vous avez vu à un moment donné le truc là, sur Ségolène Royal, sur un truc sur les testeurs, je crois que c'est par rapport à des centrales, je sais plus quel truc, où en gros, ils avaient masqué les références. Je ne sais plus sur quelle machine c'était, ils avaient fait ça il y a quelques temps, où en gros, ils avaient forcé les références pour qu'un équipement sorte. Bon, mais ça, c'est un truc qui se fait régulièrement dans l'aéronautique. En gros, on force les tolérances, on force les références, de manière à faire sortir un truc qu'on soit dans les clous, et pour ne pas trop dépasser le fameux TAT. Et donc ça, c'est un truc qui s'est introduit dans les années 90 de la même manière. Car tous ces machins-là sont allés de manière concomitante. Et de manière concomitante, il y a eu donc disparition d'une culture ouvrière, disparition d'une façon de fonctionner en atelier, introduction de nouvelles méthodes, bon, tous les trucs de toyotisme à 2 balles, bon, avec les réunions d'atelier, les réunions de secteur et compagnie, qui étaient des trucs qui n'existaient pas, mais qui visaient à créer une fausse convivialité, un faux dialogue dans les ateliers, alors qu'au même moment, ils détruisaient toutes les structures normales, logiques, et y compris de ce passage de savoir-faire qui était hérité de l'époque précédente. Et de la même manière, bon alors ça, on peut dire que c'est annexe, enfin c'est pas annexe, c'est quand même le background qu'il y a par rapport dans ton bouquin, mais en gros toute cette évolution-là est un truc qui est très important à comprendre. Parce que le but malgré tout qu'il y avait avec ça, c'est aussi détruire les collectifs ouvriers. Détruire les collectifs tout court d'ailleurs, les réactions collectives. Donc, bon alors j'arrête sur ce machin-là parce qu'on pourra en parler pendant très longtemps, et donc tous ces machins-là sont quand même des trucs très importants à comprendre dans la façon dont ça a évolué dans des collectifs qui justement étaient des collectifs très soudés. Et par exemple, là où je bossais, c'était un collectif très professionnel aussi. Il y a un niveau de qualification, c'est soit le bac pro, bon électrotech, automatisme industriel, soit le BTS, donc c'est très homogène du point de vue type de formation, donc y compris ça permettait une certaine homogénéité, et les chefs normalement avaient le même niveau de qualification en pratique, puisque c'était des chefs issus du terroir, si on peut dire, c'est-à-dire avec une progression de carrière qui les amenait à être chefs. Bon, ça c'est un premier truc à mon avis important. Bon, j'ai pas lu beaucoup de bouquins sur ces trucs-là, mais je crois que c'est important à comprendre les tournants qu'il y a eu à ce moment-là, y compris toutes les stratégies managériales pour arriver à casser et déstructurer sur ces éléments-là. L'autre élément par contre qui lui est très clair, alors que enfin, moi c'est pareil, ça fait tilt quand j'ai lu ce truc-là, c'est, alors, si on peut dire, la division du travail, conscience de classe, mais aussi, disons, les clivages de classe dans leur pack de classe d'ailleurs, au niveau de l'usine où je bossais, qui est en gros la prod et les autres. C'est-à-dire en gros, quand tu as la prod, tu as la prod. C'est toi qui fais vivre la boîte, c'est toi qui produis, les autres en gros ils font les papiers. Bon. Et ça c'est un truc qui est très fort. Bon, et c'est un truc qui est très fort, qui crée une sorte d'identité, bon, une forte identité, qui aussi peut dévier assez vite. En gros, nous on est les patrons, enfin en gros de la boîte, et les autres, en gros c'est un peu, enfin, donc en gros, ça amène, souvent c'est le secteur les plus combatifs, que par exemple, quand il y avait une grève, en général c'est toujours nous qui étions, enfin les mécanos ou les ateliers en fait de maintenance qui étaient en gros à la pointe du mouvement, mais en gros ça entraîne 2 types de trucs. Ça entraîne un truc qu'on peut dire qui est bien, c'est le rejet des hiérarchies, c'est-à-dire en gros les chefs, en gros c'est les, bon, pour pas employer de termes grossiers, mais en gros c'est des gens qui foutent rien en gros, c'est-à-dire, et c'était encore pire dans les années qui ont suivi, parce que les chefs ont été au fur et à mesure coupés de la prod justement. C'est-à-dire alors qu'avant on avait un encadrement direct, de plus en plus les chefs, leur boulot c'était de sortir des camemberts, des histogrammes, des graphiques, et plus du tout aider de manière technique à la production. Et ça a créé un problème qui n'est toujours pas résolu, y compris les rapports hiérarchiques dans les boîtes. Et après le problème qu'il y avait en même temps, c'est une difficulté à faire comprendre qu'on est quand même tous dans la même boîte. En gros, même ceux qui sont dans les bureaux, ceux qui sont au bureau d'études, ceux qui sont contrôleurs. Et ça, l'air de rien, c'est un truc qui est difficile, parce qu'il y a quand même des états d'esprit de dire en attendant le boulot c'est quand même nous qui le faisons. Bon, donc ça c'est par contre un truc qui lui a duré
Alors qui peut être un bon ressort pour un collectif, y compris un ressort anti-chef très puissant. Bon, ça continue à exister, mais avec en même temps, disons, ce type de problème qui chez nous était doublé en plus pour ceux qui étaient à la prod, du fait qu'il y avait les bleus et les blouses blanches. Bon, moi j'étais blouse blanche par exemple, blouse blanche en gros c'est qui faisaient l'électronique, et les bleus c'est ceux qui faisaient l'hydraulique, le pneumatique, bon, etc., etc. Alors, mais ça malgré tout, chacun considérant quand même l'autre comme étant un peu son correspondant, là-dessus il y a moins de concurrence. Mais par contre, l'idée que tous les autres, et donc tout ce que tu expliques sur ces phénomènes-là, ces phénomènes anti-hiérarchiques, c'est un truc qui est créé par la structure même du boulot. Alors après, tout le problème du syndicat, c'est s'appuyer sur les aspects positifs de ce truc-là, mais en combat des effets négatifs. Le positif, c'est en effet c'est nous qui produisons, c'est vrai, mais en même temps, la chaîne de production, c'est pas simplement l'atelier, c'est aussi tous ceux qui sont autour et qui participent à ce chaîne. Par contre, en effet, par rapport à la hiérarchie, bon ça voilà. Bon ça, c'est des trucs qui sont à mon avis très intéressants, enfin intéressants, le reste aussi est très intéressant, mais sur lesquels pour moi ça correspondait à ça. Avec un autre truc qui lui est peu développé, mais qui est un petit peu développé malgré tout, c'est le problème du, enfin, il y a ce qu'on appelle le savoir-faire et le faire savoir. C'est-à-dire, nous, il y a quand même toujours un truc qui est un acquis, y compris anti-hiérarchique, qui est que ton métier, enfin, ce que tu fais sur un équipement, tu le connais, et il n'y a pas grand monde d'autre qui le connaît à part toi. Bon. Et ça, c'est une force, évidemment. C'est-à-dire, bon, par exemple, quand nous, on bosse, chacun bosse sur un type d'équipement, hydraulique, pneumatique, électronique, on te demande d'arriver à minuter le temps que tu dois passer en moyenne pour faire un équipement. Bon, en général, les autres ne savent pas le temps que tu y passes. On te demande néanmoins, toi-même, de mesurer ton temps. Donc forcément, qu'est-ce qui a toujours été fait? C'est en gros, tu mesures un temps qui évidemment, en gros, est 2 fois ou 3 fois le temps réel que tu y passes. Bon, c'est une marge, c'est normal par ailleurs. Et tu fais ça, bien sûr, et tu fais ça, et comme évidemment, en fait, il n'y a pas grand... Maintenant, avant, tu avais des chefs qui savaient faire le boulot. Donc ils pouvaient te contrer. Comme maintenant tu n'as plus de chefs qui savent faire le boulot, eh ben, c'est un moyen de résistance évident, où en gros c'est toi-même qui mesures ton temps. Et donc tu dis, oui, mais attends, il y a ça à faire, il y a aussi ça à faire, ça à faire. Et donc ça c'est un truc, ça c'est en gros, et donc y compris le savoir-faire, disons technique, qui est un truc très fort dans ce type de métier-là, c'est un truc qui a l'avantage d'être un point d'appui pour la résistance ouvrière qui est très fort. Bon. Avec le fait par contre, bon, ça c'est un truc qui se passe en général, hein, évidemment, mais ça, c'est qu'après ça par contre, il y a évidemment le fait qu'après, donc le savoir-faire c'est ça, et le faire savoir, c'est pas le faire savoir justement la hiérarchie. C'est-à-dire en gros c'est un truc de protection, par contre tu le fais savoir aux apprentis qui bossent, qui viennent, qui apprennent leur métier, bon ça tu leur apprends à faire le boulot, mais par contre tu vas pas faire partager ce savoir-là à ceux qui pourraient s'en servir et le retourner contre toi. Donc tous les trucs qui sont faits maintenant, des méthodes à l'américaine, où on parcellise l'acte industriel, de manière à essayer de le normaliser, de le modéliser, est un truc qui est évidemment un problème concret. Mais qui par exemple est possible dans la production et moins possible dans la maintenance. Je ne vais pas rentrer dans les détails, non mais qui est moins possible dans la maintenance, parce que dans la production, tu parcellises, disons tu parcellises et tu schématises, disons, ton processus de production. Dans la maintenance, tu es confronté à des pannes, et donc pour arriver à modéliser des pannes, c'est plus difficile que modéliser de la prod. Donc, enfin, mais néanmoins, c'est possible aussi, de toute façon, ça, il n'y a pas de mystère. Mais donc voilà, donc ça, c'est aussi des trucs qui sont intéressants dans les phénomènes et dans les évolutions et les problèmes des trucs de résistance qu'il y a. Bon, et c'est vrai que le nouvel encadrement qui ne connaît pas le travail est un truc qui est réel, c'est-à-dire en gros, mais qui a été voulu y compris par l'encadrement, de manière à faire, disons, des cadres, des gens qui sont une fonction d'autorité, de moins en moins de fonctions techniques, mais qui sont coupés, y compris géographiquement, pour là où je bossais moi. Avant, les chefs étaient dans l'atelier. Ce qui a été décidé il y a à peu près une quinzaine d'années, c'est les chefs, enfin, chez nous c'est les responsables, enfin, ce qui s'appelle toi les DPI, je ne sais plus comment, là. Bon, dirigeants de proximité, nous ça s'appelle les RUP. Bon, ben, les RUP, ils ont été mis dans une petite cage en verre qui est à l'extérieur des ateliers. Bon, et ils sont devant leurs ordinateurs toute la journée à taper leurs graphiques et leurs machins et compagnie. Mais donc ça, c'est un truc qui, en même temps, c'est toujours les effets paradoxaux où, disons, le management essaye de déstructurer les trucs collectifs et de les restructurer avec un truc hiérarchique, mais leur méthode fait que souvent, en fait, ils n'ont pas les moyens d'arriver à, en fait, vraiment dissoudre les collectifs. Et au contraire, ils ressoudent les collectifs. Nous, c'est du moins, jusqu'à maintenant, ce qu'on a à peu près vécu dans les trucs. Bon, alors voilà. Je vais être beaucoup trop long, évidemment, comme d'habitude. Bon. Autrement, le phénomène filière professionnelle, ça, par contre, c'est un truc, jusqu'à maintenant, qui est assez homogène dans ce type de secteur. C'est-à-dire, les écoles d'apprentissage pour faire les métiers de l'aéronautique sont restés, disons, enfin il y a ce que chez nous on appelle Vigenis, qui est une petite ville un truc près de Massy, et qui a formé traditionnellement tout ce qui était, disons, les ouvriers et les techniciens, disons, professionnels, pour faire des métiers de mécano et des métiers de maintenance. Bon, ça c'est un truc qui est bien, et par exemple, le PCF s'en est servi pendant longtemps
parce que c'était eux souvent qui étaient les formateurs là-dedans, comme filière, ça c'était dans l'époque d'avant. Bon, tout ça se délitant, il n'y a plus ce rôle-là, mais par contre, du point de vue professionnel et autres, ça maintient un peu cet état d'esprit, d'un peu de corps et autres, bon, qui continue à exister au moins sur ces métiers-là, c'est différent d'autres métiers. Bon après, moi je vais passer simplement sur un point pour ne pas aller trop vite, sur l'histoire de permanentisation et fonctionnement du syndicat après, où là je crois qu'il y a un truc qu'il faut intégrer. Bon, toi tu le développes peu, mais malgré tout c'est à mon avis un truc important, c'est que les stratégies de direction ont quand même comme but d'arriver à couper au maximum les dirigeants syndicaux de l'atelier. Et ça, il y a 1000 méthodes pour faire ça. Alors, nous, à Air France, par exemple, la méthode évidemment classique, c'est la multiplication des réunions. C'est-à-dire le fait que tu as, par semaine, disons, un permanent, un délégué syndical, il peut avoir 5-6 réunions par semaine, sans être permanent pour autant, mais il devient permanent de fait, de toute façon, rien qu'avec les délégations pour faire les réunions. Ça, c'est un truc qui est évident. Après, il y a la fausse valorisation, soi-disant, du délégué dans les réunions, où, disons, il y a un jeu très pervers qui est fait par l'encadrement, qui en fait, alors qu'ils se foutent complètement de la gueule de celui ou de celle qu'ils ont en face d'eux, mais néanmoins en pratique, c'est ils valorisent, mais oui monsieur, mais bravo, vous avez raison, enfin bon, brossant dans le sens du poil de manière ridicule, souvent disant ceux qui viennent dans ces réunions-là, mais en même temps, essayant de les valoriser pour les couper en permanence de ce truc-là. Ça, c'est un truc qui est très fort, disons, et c'est vrai qu'en même temps, ça essaie de jouer de manière perverse sur le fait que forcément, notamment quand on est justement ouvrier ou même petit technicien, et qu'on va dans des réunions où on discute avec le chef de prod, y compris un DRH adjoint et compagnie, tu peux avoir l'impression que ça te donne un certain... Bon voilà, tu deviens quelqu'un. Bon, ça c'est un truc super dangereux. Et du coup, c'est vrai que là-dedans, le fait que dans des réunions de négociation, on n'y va jamais seul, le fait que ça tourne, le fait que c'est pas les mêmes, le fait qu'il y ait des comptes rendus publics qui sont envoyés aux syndiqués, donc tout ce dont tu parles, c'est des machins très importants pour casser, en gros, cette logique-là, qui est une logique managériale, de couper, en gros, les responsables syndicaux de, justement, leurs racines. Mais ça passe par ce genre de trucs-là. Parce que justement, y compris par exemple, nous en CE, on était les seuls à faire ça, mais enfin, c'est un truc à la con. Et par exemple, tous les documents confidentiels filés par la direction, dès qu'on l'a, on le publie. Même c'est marqué confidentiel dessus. Alors que disons, il y a ce petit truc en gros, où certains délégués, alors d'autres syndicats, pensent qu'ils sont vachement importants parce qu'ils ont eu un document confidentiel. Bon, mais donc, c'est des petites stratégies, enfin, de la part de la direction, mais pour les casser, il faut aussi avoir des stratégies en face. Donc c'est quand même des méthodes managériales très, très importantes. Et le problème des permanents en tant que tels, enfin c'est pas un danger. Il faut avoir des permanents à des moments donnés, en nombre limité. Bon, moi j'étais permanent pendant 5 ans par exemple. Bon, avant je l'étais pas. Et puis après, avant de partir à la retraite, je me suis démerdé pour ne plus l'être aussi malgré tout. Bon. Mais par contre, c'est vrai que c'est un truc qui à des moments donnés peut être utile, enfin nécessaire. Mais on ne peut avoir des permanents que si autour on a toutes les garanties, enfin on essaye d'avoir les garanties qui ne sont jamais donnés, mais qui sont justement à la façon de fonctionner. Tous les trucs dont tu parles, c'est-à-dire tout le truc sur le collectif, quand tu parles pas en ton nom, tu parles au nom du syndicat, c'est un truc collectif, tu mets en avant les idées. Ça, c'est pas un truc spécifique à l'atelier Strickland. C'est un truc où vraiment, les syndicats qui veulent être vraiment des syndicats, ils ont ça comme obsession, c'est-à-dire d'arriver à travailler comme ça, y compris le truc sur la formation. La seule formation réelle, c'est la formation de terrain. Ça, c'est un truc aussi qui est évident. Donc voilà, donc tous ces machins-là, à mon avis, c'est des trucs importants parce qu'on peut les généraliser assez largement à pas mal d'autres boîtes, mais en comprenant, à mon avis, c'est pas le fait que ça manque, mais je crois que c'est important de voir que derrière, vraiment, la façon dont les directions d'entreprise ont mis en avant, mettent en place une stratégie pour essayer justement de faire en sorte que les syndicats soient des syndicats de permanents, qui y compris cumulent les heures de manière, y compris si les délégués de base n'est pas d'heure. Nous, dans les accords de droit syndical, par exemple, d'Air France, il y a un tas de trucs qui ont sauté au fur et à mesure. Le fait de pouvoir donner des heures à des gens qui n'avaient pas de mandat, le fait de pouvoir diviser les heures de mandat de manière certaine, enfin, tout un tas de trucs ont été, disons, éliminés pour essayer de favoriser le truc vertical, où il y a quelques permanents, quelques dirigeants, et qui sont surtout les correspondants et les interlocuteurs privilégiés de la direction, les bureaux centraux, comme on dit, bon, mais qui permet, et qui avait comme but d'arriver justement à déstructurer totalement ce truc d'enracinement à partir de la base au niveau de la structuration du syndicat. Donc vraiment, ça je pense que c'est un truc qui est important. Et puis bon, j'arrête parce que comment sera trop long. Eh bien, merci. Je ne sais pas, tu veux peut-être réagir ou on laisse...